Ok, c'est parti. Alors, bienvenue à la webconférence sur l'oral du concours IAD. Nous sommes en petit comité aujourd'hui. J'ai bien reçu toutes les questions qui m'ont été posées à travers le Google Form. Merci beaucoup. J'espère qu'une partie de ce que je vais présenter ce soir va vous permettre d'être un petit peu plus éclairé sur toutes les questions que vous avez posées concernant le concours. Alors, est-ce que j'ai vu les réponses, les conversations? Ok, super, parfait. Alors, je vais vous demander de couper les micros si toutefois les micros s'ouvrent et pour que le webinaire se passe le mieux possible. Super. Alors, on attend des réponses certainement eues, c'est génial. Super. Allez, on continue. Donc, tout le monde a repéré les chats. Vous savez qu'on est dans une guerre de tout ce qui est attention, donc couper tout ce qui va vous permettre, vous empêcher plutôt de bien profiter de ce moment ou de poser des questions. Ce moment est à vous. Dites au chat, mettez-le à la porte. La belle-mère, on ne parle pas maintenant. Les copines, c'est pour plus tard. Et on reste concentré. Alors, comment va se passer ce petit moment entre nous? Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi le but de la conférence. Je vais me représenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Christelle d'Objectif Concours IAD. Je vais vous présenter l'oral, les aides, également le plan d'entraînement. Et je vais répondre à vos questions et bien sûr vous faites des petites annonces. Le but donc de ce moment, est de démystifier le concours, que vous repartiez avec des idées très très claires, si possible un premier plan type et bien sûr un plan d'entraînement pour être prêt au maximum pour l'oral. Alors, moi c'est Christelle, donc j'ai principalement fait de la salle de réveil, de la REA et également tout ce qui est pool, soins palliatifs, chirurgie, etc. Mais ce qui m'a le plus apporté, c'est mon expérience en salle de réveil et réanimation pour le concours, parce que j'étais entourée de professionnels tels que les IAD, tels qu'un cadre qui s'investit, tels que les médecins réanimateurs. Ça, c'est un super plus. Mais ce qui m'a vraiment frustrée, c'est d'avoir à chercher toutes les informations un petit peu partout. Et heureusement, je suis tombée sur des personnes qui m'ont orientée. Et je me suis dit, mince alors, pourquoi ceux qui ont les bonnes informations, ils ont plus de chances de pouvoir réussir et ceux qui n'ont pas accès à certaines personnes, ils vont pas pouvoir réussir. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à pouvoir faire ceci, démystifier le concours, centraliser les informations et puis valoriser l'échange parce qu'il y a toute une part de mystère autour de ces concours. Non, il faut valoriser les échanges. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que l'épreuve orale? Donc, je vais vous la présenter en plusieurs points, les objectifs et les modalités. Si vous avez des questions pendant ce moment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est des questions qui n'ont pas été formulées dans le questionnaire. Mettez-le dans le chat, j'y répondrai à la fin. Alors, les modalités, les objectifs de l'épreuve, les sujets à traiter, les types de cas cliniques, les thèmes à connaître, les motivations et les attitudes gagnantes. C'est ce qu'on va voir là. Objectif de l'épreuve, qu'est-ce que c'est? Alors, cette épreuve va permettre en 3 points de pouvoir faire quoi? Permettre de voir si vous êtes clair dans la façon dont vous exposez les choses. C'est pour ça que c'est à l'oral. Clarifier la façon dont vous raisonnez. Bien sûr, le raisonnement, est-ce que vous avez des connaissances? Comment vous les articulez?
votre projet professionnel. Vous êtes un professionnel à la base, mais avez-vous bien réfléchi? Êtes-vous bien orienté dans cette spécialisation? Donc, c'est ce à quoi va s'atteler cette épreuve orale. Alors, les modalités, bien sûr, on va prendre un cas clinique, puisque vous êtes professionnel de santé, professionnel infirmier, donc on va prendre un cas clinique de notre profession et on va vous mettre sous stress. On va vous demander également vos motivations. Pourquoi vous voulez être infirmier anesthésiste? Alors, le cas clinique. Devant le cas clinique, il faudra analyser rapidement, et c'est là où on peut perdre un peu de temps, analyser la situation pour pouvoir choisir une façon de répondre, choisir un plan, ou si c'est un cas où il y a des questions directement à poser, ça arrive, il faudra répondre aux questions de façon précise. Quel type de sujet? Eh bien oui, écoutez, les sujets, ils sont vraiment variables. Il y a une infinité de sujets. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, mais ce qu'on a vu, c'est que il y a non seulement des thèmes qui reviennent très très souvent, il y a des choses qui sont incontournables dans notre profession, il y a des connaissances qui sont incontournables. C'est vraiment sur ça qu'on va vous attendre, sur la façon pratique dont vous allez traiter ces situations. Dans la forme du cas clinique, vous allez retrouver différentes façons de présenter ce cas clinique. Une des situations, c'est celle qu'on connaît de façon classique. Ok, on prend en charge un patient en chirurgie, aux urgences, etc. Donc, c'est une situation qui n'a aucun stress en particulier, qui est une prise en charge, on dit classique, avec la gestion des problèmes et des risques du patient. Il y a d'autres situations que moi j'appellerais type 2, qui relèvent directement de l'urgence. Donc, on est devant une situation, qu'est-ce qu'on fait? Et une troisième situation, c'est une situation qui paraît classique, mais qui va dégénérer. Donc, ça va être certainement quelque chose qui relève de l'urgence vitale, d'une urgence médicale, d'une urgence chirurgicale, psychologique. Et puis, certaines écoles font, elles, des sujets un petit peu particuliers, dans lesquels vous allez trouver un petit peu de tout, et également des calculs de doses. Alors, donc, les thèmes qui reviennent le plus souvent, je regarde si je ne vous ai rien oublié de vous dire, les thèmes qui reviennent le plus souvent sont des thèmes qui relèvent bien sûr de l'urgence, mais aussi de la prise en charge classique. Alors, je vais vous lire un petit peu. Alors, c'était les chocs. Les chocs, il faut vraiment tout savoir sur les chocs, la physiopathologie, les signes cliniques, les signes paracliniques, les troubles de la conscience également. Il y a d'autres thèmes qui reviennent très fréquemment. Alors, je les ai cités dans le guide de la débrouille et aussi sur Internet, vous pouvez les trouver. Ça revient très, très souvent. La crise d'asthme, vous ne pouvez pas passer à côté de ça en tant que professionnel. La déshydratation du nourrisson, l'œdème aigu du poumon, l'embolie pulmonaire, le coma acétosique, l'arrêt cardio-respiratoire, la péritonite, le choc anaphylactique après injection d'un antibiotique, ça revient très souvent, la dépression respiratoire après administration de morphinique, les grossesses extra-utérines et les chocs hémorragiques, l'accident vasculaire cérébral, la décompensation de la bronchopneumopathie constrictive chronique, l'agitation du sujet âgé, post-chirurgical, par exemple sur une sonde urinaire, la crise thyréotoxique, l'hématome cervical suffocant pour une thyroïdectomie, et bien sûr la prise en charge classique chirurgicale post-opératoire dans les quelques heures ou dans les 24 heures. Voilà, c'est vraiment des sujets qui reviennent, en tout cas des thèmes de connaissances qui reviennent assez souvent.
et que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, par rapport à tous ces thèmes, vous pouvez les retrouver, comme j'ai dit, dans le livre Les Incontournables, plutôt le guide de la débrouille, pardon. Par rapport à ces thèmes, vous allez élaborer un plan de réponse. Alors, si votre question d'examen, votre cas possède déjà un plan, il suffit de juste répondre à ces questions. Par contre, si vous avez quelle est votre prise en charge, c'est à votre tour de pouvoir proposer votre plan à vous. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le plan d'une prise en charge classique, par exemple. Donc, c'est une prise en charge classique. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Avant de pouvoir accueillir le patient, bien sûr, en tant qu'infirmier, on délègue certaines choses, mais on s'assure à ce que la chambre, le box, etc., soit tout à fait conforme. Ça, c'est une base. On sait où se trouve le chariot d'urgence. C'est la base. L'accueil et l'installation, c'est des choses importantes. N'hésitez pas à dire pendant votre exposé que toutes les choses que vous le faites pendant l'installation et l'accueil, vous le faites de façon simultanée. De façon simultanée, mais que pour les besoins de l'exposé, vous allez le mettre un après l'autre. OK? Alors, n'oubliez pas l'identité, n'oubliez pas le dossier, tout ce que vous notez est à mettre dans le dossier. L'état des lieux. Quand vous accueillez un patient, vous faites un rapide état des lieux. Même si on ne s'en rend pas compte, on le fait très, très souvent. Donc, on prend connaissance des dispositifs du patient, de l'appareillage. On prend souvent ses données cliniques et des choses qu'on ne se rend pas compte, les données paracliniques, mais les données cliniques également. Il est comment ce patient? Tout ce que vous allez collecter, pensez à nous dire que vous le notez dans votre dossier de soins. Ça, c'est de votre rôle propre. Après, vous prenez connaissance du dossier et des prescriptions médicales, vous prévenez le médecin et la dernière partie de votre prise en charge, c'est quels sont les risques et quels sont les problèmes, quelles actions de prévention, de traitement, de surveillance, de réévaluation vous allez mettre en place en collaboration sur le rôle propre ou sur le rôle sur prescription pour ce patient. Et bien sûr, si c'est un peu long des fois en fonction des sujets, mais quand vous avez des traitements, pensez à l'indication, pourquoi on fait ce traitement, quelle est sa classe pharmaceutique, quelle surveillance je fais, l'efficacité, les effets secondaires, et je réévalue. Une dernière chose qu'on oublie souvent dans le plan, c'est le devenir du patient. Quand on a ce genre de plan à faire, le devenir du patient à court terme, moyen terme, long terme, ça peut être intéressant. À vous de voir le côté pertinent de la chose. Alors, donc ça, c'est le plan. Alors, pour ceux qui prennent des notes, sachez que ceux qui sont présents ce soir, je vais vous envoyer un petit PDF si vous êtes intéressés, qui va reprendre un petit peu tout ça. Pour ceux qui ont le livre, le guide de la débrouille, tout est dans l'une des pages. Vous avez les plans en annexe. Autre chose, les motivations. Alors, les motivations, moi, je vous propose de les voir, de voir ce moment d'échange avec les jurys comme un entretien d'embauche. Donc, il vaudrait mieux que vous ayez travaillé votre CV, mais c'est pour vous-même. Voyez-vous comme voilà, vous êtes l'IAD, le futur IAD dont ils ont besoin. Donc, comment vous pouvez vous présenter au mieux? Donc, travaillez avec votre CV, posez-vous certaines questions. Est-ce que vraiment j'ai réfléchi à est-ce que j'ai réfléchi à tout l'investissement que je devrais faire si j'ai réussi ce concours? Parce qu'il ne s'agit pas de réussir le concours seulement, mais aussi de réussir les études. Est-ce que j'ai bien choisi mon plan financier? Est-ce que je suis bien organisée? Est-ce que dans la région dans laquelle je suis, si ce n'est pas ma région de résidence, est-ce que j'ai prévu tout cela? Également, quelles sont les missions, les qualités des IAD? Est-ce que je les retrouve dans mon parcours?
Est-ce que je crois en la vocation? Alors, la vocation, ça passe pas très bien, ça, je peux vous le dire, hein. Donc, si vous avez un fort désir d'être Iyad, objectivez ce désir par votre parcours professionnel. Voilà. Alors, je regarde si j'avais rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Ah oui, il y avait une question aussi qu'il faut penser dans ces motivations, c'est qu'il faut être vraiment prêt à comment te dire, à rechausser ses chaussures d'écolier, entre guillemets, à être pris pour un étudiant alors qu'on est déjà des professionnels. Est-ce que vous êtes prêt à cette réalité-là? Ok. Dans tous les cas, le mieux est de pouvoir discuter avec les IAD, avec les étudiants IAD, et ça va vraiment vous aider à avoir une juste vision de la réalité de ce qu'est être infirmier anesthésiste. Ok. Ok, donc devant le jury, il y a 4 attitudes gagnantes à avoir, quel que soit ce que vous avez fait, que vous pensiez que vous avez merdé ou pas merdé, quelle que soit la façon dont vous vous sentez, le stress il est là, mais là c'est la façon de réagir au stress qui est vraiment le plus important dans cette épreuve. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Il y a 4 attitudes qui sont gagnantes, qui vont toujours vous apporter des points, parce que quel que soit ce qu'on dit, il y a toujours un facteur humain, au-delà des connaissances, qui va toujours vous servir. Alors, les personnes qui ont un capital sympathique important, ce sont des personnes qui vont avoir plus de chance. Soyez souriant, pas trop, mais soyez souriant, soyez agréable. Ne soyez pas hautain dans votre façon de répondre, ni agressif. Ayez beaucoup d'amour pour les correcteurs qui sont là toute la journée pour écouter les étudiants. Gardez une attitude assurée, quel que soit ce que vous pensez à l'intérieur de votre prestation. Ayez l'apparence assurée. Ça paye parce qu'on dit qu'on sent que vous êtes calme, on sent qu'on peut vous faire confiance et que plus tard dans les situations, vous saurez garder votre calme. Attitude de personne qui analyse et prend du recul. Vous n'avez pas réponse à tout. Personne n'a réponse à tout. Donc, quand vous avez une question qu'on vous pose et que vous ne connaissez pas la réponse, prenez le temps de respirer et de demander de reformuler. Vous voyez ça comme un échange et c'est beaucoup plus agréable pour les membres du jury de faire cet échange dans cet esprit-là que dans l'esprit où on est dans un tribunal. L'attitude de l'arroseur arrosé, pareil, donc poser des questions, retourner un petit peu la situation pour reprendre un peu d'aplomb quand vous vous sentez un peu coincé. Alors, ce que je donne comme exemple tout con, on vous demande c'est quoi les volumes respiratoires. OK, les volumes respiratoires, ils changent en fonction de la position dans laquelle on est. Donc, est-ce que c'est couché, assis, etc. Donc, c'est une façon de revenir un petit peu et de remettre le cadre, reprendre un petit peu le dessus dans la situation. Alors, je vais juste regarder si j'ai des messages sur le chat. Et si je parle pas trop vite, parce que moi, je parle super vite. Alors, j'ai aussi, ah oui, dans le chat, je vois que j'ai un collègue IAD aussi, je vais ouvrir son micro, qui aussi m'a beaucoup aidé pendant mes études. Et peut-être qu'il a des choses à vous dire en plus. Alors, clac, clac, clac. Donc, Jimmy, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro pour intervenir quand tu veux. Oui, ça marche. Est-ce que tu m'entends là? Je t'entends. Ouais, super. Ça a l'air super. Merci beaucoup d'être présent pour cette conférence. N'hésite pas à rajouter des choses si toi tu vois qu'il y a des choses qui sont pas claires ou des choses qui pourraient être de valeur pour eux. Ça marche. Ok, donc après tout ce que je vous dis là, c'est bien beau de parler, Christelle, mais on va commencer à passer dans le concret. Donc je propose un petit exercice. La première chose qui est importante, qui fait perdre du temps, c'est quand devant un sujet, ne pas se décider, ne pas savoir, mais qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence. Et la première chose à faire,
c'est de pouvoir analyser les situations. Alors, je vais vous montrer. On va faire un petit partage d'écran et vous allez me dire, en fait, dans cette situation, ça ressemble à quoi? Alors, que je récupère la situation. Voilà. Alors, je vais refaire le partage d'écran, comme ça vous verrez. Et vous allez me dire dans le chat qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une prise en charge classique? Est-ce que c'est une prise en charge urgente, etc. Alors, donc, bien sûr, ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que pour vous avez 20 minutes de préparation, ok, et vous avez 10 minutes d'exposé, 10 minutes d'exposé, 10 minutes d'échange. Alors, dans cet exposé, en fonction des écoles, ils mettent dedans le projet professionnel. Ou certains, si vous n'avez pas eu le temps, ils vous demandent de vous arrêter et d'exposer votre projet professionnel en 2, 3 minutes, 5 minutes, ça dépend. De plus en plus d'écoles sont très, très friandes de personnes qui ont bien bossé, potassé leur projet professionnel. Donc, au niveau timing, il faudrait aussi vous chronométrer par rapport à ça. Alors, quand on regarde ce petit PDF, la première situation vous dit un IDE en service de médecine interne. Vous êtes IDE en service de médecine interne. Vous accueillez un patient pour altération de l'état général. Ce monsieur a 55 ans, il a des antécédents d'éthylisme et souffre de cirrhose. Analysez la situation et décrire votre prise en charge. Alors, ça ressemble à quoi comme type de sujet? Répondez-moi un petit peu dans le chat. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous présenteriez les choses de façon succincte? Est-ce que vous avez une idée très claire de comment vous présenteriez cela? Alors, ça, c'est l'exemple numéro 1. Je vous laisse répondre. L'exemple numéro 2, je ne sais pas si tout le monde voit Est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? Faites-moi un petit oui, que je sois sûre que tout le monde voit le partage d'écran. Ok, nickel. Alors, on continue. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, la même situation, seulement on vous dit que ce monsieur X, il est pâle, angoissé, il est de plus en plus agité, présente des hématémèses de plus de 2 haricots. Le bilan prélevé aux urgences montre 7 grammes d'hémoglobine, 37 000 plaquettes, 17 de TP. Le bilan paraclinique, il a 75-50 de pression artérielle, 132 pouls. Le médecin cardio-entérologue décide de programmer une fibroscopie en salle d'endoscopie. Ce monsieur partira dès que possible. 2. Expliquer ce qui se passe et votre prise en charge jusqu'à la salle d'endoscopie. C'est le même sujet, sauf on vous a rajouté un petit quelque chose. Est-ce que vous identifiez ce petit quelque chose et comment vous modifieriez votre plan pour pouvoir répondre au mieux? Donc, je vous laisse répondre dans le chat si vous avez des idées. Et on continue, la déclinaison. Exemple numéro 3, le même sujet, mais avec une petite touche un petit peu plus exotique. Donc, ce même patient que vous prenez en charge avec tout ce qui lui arrive. Et attention, les questions sont les suivantes. Question numéro 1. Donc, après avoir défini l'hématémèse dans ce cas clinique,
Quelle est la cause la plus vraisemblable de cette hémorragie? Voilà. Au cours d'une hémorragie, quels sont les symptômes d'un état de choc à la phase initiale? Donc là, comment vous allez répondre? Est-ce que vous allez partir vers un plan ou est-ce que vous allez répondre directement à la question? Question numéro 2. Énoncez vos actions lors de la prise en charge de M. X à son arrivée dans le service. Donc, s'agit-il de toute sa prise en charge sur 24 heures? S'agit-il de sa prise en charge initiale? C'est à vous de voir. Question numéro 3. Le médecin vous demande de mettre en place une sonde nasogastrique afin de pratiquer un lavage gastrique d'eau froide. Décrivez votre technique de soins pour la pose d'une sonde nasogastrique. OK? Quatrième question, question de calcul. Le traitement suivant est prescrit, somatostatine DSE à la posologie de 0,2 mg par heure. Vous disposez d'ampoules de 3 mg par millilitre de somatostatine. Vous diluez le contenu de cette ampoule dans 29 ml. Quelle est la vitesse d'administration en millilitres heure? Question numéro 5. Vous allez transfuser M. X avec 3 concentrés globulaires F. Citez les effets indispensables pouvant survenir pendant cette transfusion. Voilà, donc vous avez 3 sujets avec le même thème, déclinés de façon différente. Est-ce que vous voyez très bien comment vous pouvez y répondre de façon précise, tout en ayant un plan très clair à exposer? Je vais regarder un petit peu ce que vous avez mis dans la conversation, si quelqu'un se mouille. Ha ha ha, je ne vois personne qui se mouille. Voilà, ok. Alors, donc, j'ai pas de réponse. Il y a des gens qui passent l'oral ici. Alors, on est dans le concret, hein. On n'est pas. C'est bien beau de vous présenter quelque chose sur l'oral avec beaucoup de théorie, mais c'est du concret. Donc, exemple numéro 1, ok. Plan avec préambule, description, prise en charge et devenir. Ok, parfait. Exemple numéro 2, donc, je vais le remettre à la fiche. C'est quoi comme type de situation? Vous répondriez quoi en gros? Ok, hémorragie digestive, super. Choc hémorragique, ouais, tout à fait. Super. Parfait, super. C'est bien ça. Donc la question numéro 2, c'est vraiment une situation classique qui dégénère et on part bien en choc hémorragique hypovolémique et toutes les actions que vous mettez en place jusqu'à ce que le patient parte en salle d'endoscopie. N'oubliez pas, quand vous avez ce genre de prise en charge, de parler du transport médicalisé que vous allez programmer. Et un transport médicalisé, c'est un médecin ou un interne et avec un aide-soignant ou une IAD avec un aide-soignant. OK. Le troisième, il ne faut pas vraiment vous planter. Le sujet est super long. C'est vraiment là où il faut rester collé aux questions. Ne vous laissez pas avoir par les sujets qui sont hyper longs et qui ont 5 questions à la fin. Super, je vois que des bonnes réponses sur le chat, génial. Ok, alors Jimmy, n'hésite pas à dire des choses. Alors, bon, ce type de sujet, hein, c'est celui dont on avait parlé qui était un peu à la mode, en tout cas par chez moi. Il a des avantages et des inconvénients, comme tous les types de sujets. L'avantage, c'est que, en fait, on est vachement guidé par les questions. On peut moins faire de hors-sujet parce que, enfin voilà, si on connaît, qu'on maîtrise un petit peu, ça va vachement orienter. Par contre, effectivement, le gros risque, c'est de perdre trop de temps à l'exposé. Donc, c'est bien de bien gérer son temps dans l'exposé du cas clinique. Il ne faut pas être trop court, parler trop rapidement. Par exemple, si on a toutes les informations mais qu'on parle trop rapidement,
qu'on finit en 7 minutes au lieu de 10, bah, ça fait 3 minutes de plus de questions, donc c'est autant de chances d'être mis un peu en difficulté. Et pas non plus aller trop lentement, parce que effectivement, comme tu le dis, bon, c'est peut-être de plus en plus valable en plus. Il faut un exposé des motivations, c'est important. Donc, pour pouvoir exposer ses motivations correctement, le mieux, c'est d'avoir du temps. Ça permet de bien les poser et d'aller dans le détail si besoin. Donc voilà, ce genre de sujet fleuve, le gros risque, c'est surtout de perdre du temps. Donc ça demande aussi pas mal de maîtrise, même si ça oriente pas mal. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc là, je vous ai fait un exercice pratique. Euh, et on va continuer. Donc, en gros, enfin, l'oral, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est la chance de pouvoir défendre un petit peu le professionnel qu'on est, de pouvoir le faire, de montrer nos connaissances et de pouvoir les articuler. C'est vraiment, enfin, moi, mon sentiment, c'est vraiment l'endroit où on a plus de chances de pouvoir attraper des points si on a perdu à l'écrit et de montrer qu'on est la personne qu'il faut, quoi. Euh, alors, je regarde sur le chat s'il y a d'autres choses que vous avez rajoutées. Ok, super. Somatostatine, intérêt, mise en œuvre et résultats. Si tout est clair sur comment se déroule l'oral de façon chronologique, hein, on vous fait rentrer dans une salle, chacun passe à son tour, ça peut durer des heures, mais vous avez 20 minutes de préparation en général, on a tous le même temps de préparation, 20 minutes, puis 10 minutes d'exposé, puis 10 minutes d'échange avec du temps accordé en fonction des concours, en fonction des écoles, aux motivations. Ensuite, c'est toujours un cas professionnel. Vous êtes des infirmiers, vous n'êtes pas des médecins. On reste toujours dans le cadre de cela, mais on vous demande d'avoir assez de connaissances pour savoir quels seraient les diagnostics que le médecin poserait, quels sont les traitements en général qu'on prescrirait. Ok. Dans la façon de vous exprimer, restez toujours clair, essayez de respirer, articuler. Vos motivations, ce sont les vôtres. Vous avez potassé votre projet professionnel, vous avez bien réfléchi à vos finances, à ce qu'est un IAD, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire et pourquoi, vous le savez. Donc, il n'y a pas de raison que vos motivations ne conviennent pas. Donc, potassez-les avec les IAD, potassez-les avec votre CV. Alors, pardon. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, les aides, oui, les aides. Donc, alors, sur le site Objectif Concouriade, donc, fort de ma frustration, j'ai mis tout ce que je pouvais trouver pour pouvoir aider de façon gratuite. Vous les trouverez sur le carnet d'adresses et en tapant des recherches directement sur Objectif Concouriade. Il y a un onglet marqué recherche et vous tapez les choses que vous voulez retrouver et vous retrouverez beaucoup d'informations de façon gratuite. Les autres, bah, c'est les bouquins, les livres. Pareil, vous tapez oral ou écrit sur Objectif Concouriade. Il y a toute la liste des bouquins et je suis très heureuse que ces dernières années, depuis que j'ai commencé ce site internet, il y a au moins 3 ou 4, 5 bouquins qui ont vu le jour alors qu'on est resté très longtemps sur 1 ou 2 bouquins. C'est génial. Alors, Ma vie si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose, je ne le vois pas dans ta sélection, je sais qu'il est sur ton site, mais il y a un livre qui s'appelle L'infirmier anesthésiste, qui est pas vraiment un manuel de bachotage pour le concours, ouais. mais qui pour l'oral est un grand plus. En plus, il est sorti il y a quelques années maintenant et en pas mal d'exemplaires. Donc ça, on peut le trouver d'occasion pour pas trop cher. C'est L'infirmier anesthésiste par je ne sais plus quel auteur. Attends, je vais le retrouver tout de suite, de toute façon. Je vais le retrouver. C'est vrai que la sélection n'est pas exhaustive. C'est ça. Et il a l'avantage il se lit assez rapidement, mais il présente de façon assez détaillée et pertinente le métier d'IAD. Et quand on n'est pas encore soi-même, hein, c'est logique si on passe le concours, c'est qu'on n'est pas encore IAD. Il y a toujours des petites zones d'ombre, même si on sait à quoi s'attendre. Ce bouquin, il y répond pas mal et je pense que pour le concours,
pour la partie Martine Nicolet, oui, il me semble bien. Ouais. À vérifier quand même, je vais vérifier en même temps. Mais de toute façon, L'infirmier anesthésiste, c'est un livre dont la couverture est verte et je confirme pour le nom de l'auteur. Donc voilà, ça présente bien la profession et c'est un bon départ voilà, pour ses motivations. Tout à fait, l'infirmier anesthésiste, il est ici, c'est Martine Collet. Voilà, bah super. Super. Ok, parfait. Alors, revenons à nos moutons sur... je ne sais plus où c'est qu'on en est. Alors, oui, donc, on revenait au bouquin. Donc, j'ai perdu mon PDF. Alors, je vais le retrouver rapidement. Voilà. Voilà. Ok. Alors, donc, si vous êtes toujours avec moi, on était où? On était... Tac, tac, tac. Voilà, on était là. Parfait. Tac. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ok. Donc, tous les bouquins, vous pouvez les trouver en tapant livre oral sur Objectif Concouriade. Le guide de la débrouille, que beaucoup connaissent, donc qui est paru l'année dernière, vous allez trouver tous les plans types dont on a parlé en fonction des différents sujets, avec les supports législatifs, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites pas ça, etc. Et donc, cette année, on fait quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, dès le 24 mars, pour ceux qui ont acheté ce guide de la débrouille, vous aurez des corrections format audio de certains sujets. Comme ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus concret pour pouvoir être prêt pour l'oral. Autre chose, donc pour se préparer à l'oral, heureusement certains ont des prépas, c'est super. Il y a aussi la prépa en ligne sur Internet, dont j'ai parlé la dernière fois, et les accompagnements individuels. Nous, sur Paris, on organise le samedi 23 mars 2019, donc samedi prochain, avec très très peu de personnes, parce que pour garder la qualité de ce qu'on peut proposer pour vous accompagner, il y a très très peu de places. Donc, ça sera le samedi 23 mars. Vous aurez les liens si vous voulez vous inscrire, si vous êtes intéressé à participer et à vous entraîner. De 8h à 13h30, on va faire que ça, s'entraîner. Ok, alors je pense que nous sommes arrivés au moment où on parle des questions, de répondre à vos questions sur le chat, les questions qui sont le plus récurrentes au sujet de l'oral. Donc, je vais vous les montrer et puis avec Jimmy, on va répondre si on n'a pas déjà répondu à certaines questions. Et vous allez aussi avoir la possibilité de les mettre maintenant sur le chat. Alors. Ok, donc, moi j'aime beaucoup les couleurs. Donc, vous allez voir que j'ai regardé vos questions et certains ont des codes couleurs. Donc, les codes couleurs avec le bleu, donc c'est des questions sur les motivations. Est-ce que les personnes qui ont eu des questions sur les motivations ont eu réponse à leurs questions? Comment présenter ces motivations? Les énoncer de façon précise? J'ai peur qu'on m'interroge sur mes motivations. Voilà, je pense pas qu'on attend que les gens soient factices. Je pense qu'on attend que les gens aient réfléchi à leur projet professionnel. Si tu as des choses à rajouter, tu rajoutes quand tu veux, Jimmy. On a parlé du stress, la gestion du stress, donc une des questions qui pose
problème, c'est la gestion du stress et en fait, d'être déstabilisé. Et en fait, on est des professionnels dans des situations qu'on gère, qui sont pas faciles à gérer et on doit tout le temps mobiliser nos connaissances pour pouvoir faire au mieux pour nos patients et éviter les erreurs. Donc, si je peux intervenir par rapport au stress, enfin, j'ai pu constater que les gens étaient stressés par leur propre stress au niveau de l'oral. Il y a quelque chose qui peut peut-être aider à se détendre et à surtout bien comprendre ce que c'est que l'oral. C'est effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment un entretien d'embauche moderne, c'est-à-dire on va vous demander de travailler, c'est-à-dire sur une situation clinique, mais en situation de stress, comme vous allez pouvoir être amené à le faire en tant qu'IAD, dans une situation compliquée. Donc, en fait, le problème, le stress n'est pas vraiment un problème, c'est un attendu. Hein. On attend de voir comment vous allez réagir, si vous êtes capable de réfléchir et d'agir de façon pertinente et orientée sous stress. Donc, on ne vous demande pas de ne pas être stressé du tout, on vous demande juste de vous entraîner suffisamment et de vous maîtriser suffisamment pour avoir une réponse qui sera orientée sous le stress. Et voilà, tout le monde va être stressé ce jour-là, même les examinateurs, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, le seul moyen de gérer ce stress, c'est de vous entraîner dans les conditions du réel. Si vous le pouvez, c'est encore mieux. Donc, par petits groupes, il y en a un petit groupe de 4, par exemple, où 3 personnes en interrogent un quatrième. Et voilà, le moment, le jour J, vous serez pas vous serez toujours un peu stressé, mais vous aurez appris à dompter ce stress et au contraire, ça se sentira, le jury le sentira, et c'est vraiment ça qu'il attend. Oui, tout à fait. C'est justement pourquoi samedi, on va s'entraîner, 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 s'entraîner. Et puis aussi, entre nous, le stress, il peut aussi être comment dire, être dompté entre guillemets par les habitudes, parce que ce qui nous stresse, c'est de ne pas savoir, si on va être à la hauteur, c'est de ne pas savoir un certain nombre de choses qu'on s'imagine, alors que si on prend confiance dans la façon dont on expose ses connaissances, le stress il diminue d'un cran et on peut plus facilement réfléchir. J'avais une autre question sur peur d'être hors sujet, de faire une erreur éliminatoire ou encore dire des conneries. Si je puis me permettre, alors vous êtes déjà des professionnels de santé infirmiers. On va vous poser des questions et on va vous demander de développer une situation qui est pas ce que vous faites tous les jours, mais ce que vous êtes capable de faire. Et en plus, vous êtes entraîné pour ce concours, vous êtes motivé. Donc, il n'y a pas de raison que vous soyez dans le hors-sujet ou même que vous disiez des choses complètement à côté de la plaque. Donc, le seul moyen de vous détendre là-dessus et d'éviter d'être hors sujet, c'est de vous entraîner et de ne pas vous entraîner tout seul. Parce que quand on est hors sujet, on ne s'en rend pas forcément compte, sinon on ne serait pas hors sujet. Mais du coup, c'est tout l'intérêt de vous entraîner avec quelqu'un peut-être qui est plus habitué. Donc, ça peut être par exemple les IAD de votre service. Donc, essayez de trouver des personnes ressources et travailler en petit comité. Il n'y a pas de raison que vous soyez à côté de la plaque. Ok, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de raison, dès qu'on travaille ensemble, on peut avoir un feedback beaucoup plus important et on peut s'apporter les uns les autres sur la façon de faire ou de voir les choses. J'avais une question sur le chat, alors je vais lire si tu veux. Oui, j'ai vu, oui. J'ai un parcours exclusivement d'infirmier bloc l'année dernière. Le jury m'a complètement déstabilisée et reproché mon parcours atypique. J'ai perdu tous mes moyens. J'ai peur que ça recommence cette année. Comment ne pas faire la même erreur?
Déjà, enfin, si je puis me permettre, déjà, si on vous a taclé là-dessus, encore que je ne sois pas sûr que le jury il essaye de déstabiliser pour pouvoir vous rattraper et lui faire face. Donc, si vous savez que ça peut revenir, il faut s'y préparer. Comment est-ce que vous répondriez cette fois-ci pour justement pas perdre de points et gagner des points auprès du jury? Donc ça, c'est de l'entraînement aussi. Quand on sait que ça peut arriver, c'est bien de s'y préparer, de s'y entraîner. D'ailleurs, j'ai plusieurs collègues qui n'ont pas fait de réa ou de réveil ou de soins intensifs, qui sont exclusivement des infirmiers de bloc et qui sont maintenant UGAB, et ça se passe très bien. Tout à fait. Après, il faut peut-être trouver la cohérence dans le parcours que vous présentez. Voilà. Pourquoi, par exemple, je suis passée de l'autre côté du champ, hein? Donc, c'est le moment de dire qu'est-ce que vous recherchez dans dans le côté ou la prise en charge infirmière anesthésiste que vous ne trouvez pas du côté bloc opératoire. Peut-être que vous avez fait le tour et que vous avez toujours été intrigué ou admiratif de la façon dont les IAD géraient les questions d'urgence au bloc opératoire. Donc, l'important, c'est de vraiment être fier de son parcours déjà. Hein. Également, moi, je suis d'un parcours complètement hétéroclite, on va dire. Et donc, il faut être fier de son parcours et pouvoir l'expliquer, lui donner de la cohérence face à ce jury. Ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont juste simplement là pour savoir si vous avez bien réfléchi à ce à quoi vous vous engagez. Il faut donner du sens à votre démarche, je pense. Et c'est pas parce que justement, enfin, vous êtes au bloc. Moi, il y a d'autres IAD maintenant qui étaient de ma promo qui n'avaient fait que du libéral, par exemple. Une qui n'avait fait que du libéral et qui a d'ailleurs été majeure de promotion. Mais il faut donner du sens. Ouais. C'était la doyenne et c'était la majeure de promotion. Il faut donner du sens à votre démarche et être au bloc, justement, ça vous permet, même si vous n'êtes pas en réa, ça vous permet de côtoyer l'anesthésie tous les jours en étant en bloc. Donc, il faut mettre ça en valeur. Tout à fait. Et puis le monde du bloc, c'est un monde assez spécial, c'est un monde assez petit, c'est un monde avec ses codes. Donc vous avez déjà un pied dedans et vous savez exactement à quoi vous attendre. Donc essayez de plutôt tourner ça avec tous ces éléments-là pour rester d'abord compter sur vos positions, sur votre parcours, c'est le vôtre, il vous appartient et vous en êtes fier et vous voulez en faire quelque chose d'autre parce que tout ce que vous avez appris va vous permettre d'être une excellente IAD. Il faut le tourner à votre avantage, en fait. Tout à fait. Alors, d'autres questions. Donc, on a vu le stress, on a vu dire des conneries, on a vu les questions de motivation, le jury et le temps. Alors, quoi faire par rapport au temps? Avoir une montre, déjà. Ah oui, ça c'est pas mal. Oui, c'est un minimum. Il n'y en a pas un sur deux qui a sa montre avec lui, mais oui, avoir sa montre pour savoir où on se situe, parce qu'avec le stress, on a vite fait de perdre le fil du temps qui passe. Et suivre une structure, un plan comme les plans que tu as pu aborder un petit peu, donner vite fait, ça permet d'éviter de s'éparpiller. Tout à fait, tout à fait. En revenant à ça, aux montres, alors chronométrez-vous. Moi, je parle super vite. Le sujet, il est torché, entre guillemets, en 7 minutes. Et c'est pas mon avantage. D'autres parlent beaucoup moins vite, donc ils prennent 15 minutes pour faire un sujet. Chronométrez-vous. Sachez quel est votre débit de parole. Essayez de traiter le sujet avec 2-3 minutes de moins. Ok, chronométrez-vous, écoutez-vous, enregistrez-vous et demandez le feedback. J'avais aussi une autre question, je pense qu'il faut s'y atteler, c'est j'ai peur par rapport aux motivations de perdre mes moyens.
Donc, ça revient un petit peu au même. Pourquoi perdre ses moyens si on a bien réfléchi à ce qu'on s'engage à faire, si on a bien fait le tour de ses compétences, de ce qu'on veut en termes de carrière et de projet professionnel. Ils vont venir vous chercher, ils vont venir vous tester pour voir si vous êtes solide. Et des fois, on a de belles surprises, on croit que c'est foutu, et au contraire, non, pas du tout, on a réussi. Ne vous fiez pas à la mine ni aux attitudes des jurés. Alors, je regarde dans le chat si j'ai encore d'autres. Ok, super. On va bientôt terminer. Hein. Alors, donc je prends les dernières questions qui se trouvent ici. Les points obscurs. Alors, les conseils de préparation, je pense qu'on a déjà vu ça. La méconnaissance de l'oral, là, vous savez en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, j'espère. À quel degré il faut préciser le détail de la prise en charge? À quel degré il faut préciser le détail de la prise en charge? Si je puis me permettre d'intervenir, ça va dépendre du sujet, du temps imparti en fait. Si c'est un sujet fleuve, comme on a dit, avec beaucoup de questions, vous allez vous laisser porter par le temps que vous avez à votre disposition. Par exemple, si c'est un patient qui se dégrade, qui nécessite une prise en charge très complète, vous n'allez pas pouvoir aller vraiment dans le détail. Il va falloir aller dans le détail seulement de ce qui est pertinent et important. Donc, ça va vous demander un petit travail supplémentaire parce qu'il va falloir prioriser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins que je peux survoler. Si c'est un sujet entre guillemets simple, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet simple, si le sujet est très succinct, on attend de vous un exposé de connaissances un peu plus complet. Il va falloir tenir 10 minutes dessus. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas non plus avoir peur d'oublier des choses et du coup vous perdre parce que s'il y a vraiment quelque chose qui est important et que vous n'avez pas forcément traité, la période des questions, elle sert aussi à ça. Ils vont venir pour voir si vous maîtrisez ou pas. Ils vont venir vous poser des questions. Ça ne vous portera pas forcément préjudice. Et si vous répondez de façon cohérente et adaptée, au contraire. Super, tout à fait. Le tout, c'est de vous adapter en fait. C'est vraiment en fonction du temps que vous avez à votre disposition, faire au mieux. Ok. Alors, je continue rapidement les questions si on n'a pas déjà répondu. Le point le plus important est le développement du sujet ou le projet professionnel. Alors, vous savez que normalement, on vous le dit au moment avant l'épreuve, c'est inscrit le temps que vous avez pour le projet professionnel, on vous le dit. Juste une petite aparté, vous avez vu que notre profession, elle change. Au début, on cherchait vraiment des gens qui soient très, très techniques. Maintenant, on nous demande d'avoir un certain recul, une certaine, comment on appelle ça, façon de penser, de justification, d'argumentation avec des données pertinentes, cliniques, des recherches, etc. Donc, le projet professionnel prend aussi son sens dans cela. Donc, votre projet professionnel, ne le bâclez pas. Je pense qu'il est aussi important que le cas clinique, même si pour l'exposer, vous aurez moins de temps. Alors, il y a une dernière question qui, je pense, qui vaut le coup d'être répondue, puisqu'on a répondu à toutes les autres, c'est des redondances. Il y a quelqu'un qui dit, même si le cas clinique est bien traité, quels sont les aspects de notre personnalité qui peuvent être éliminatoires? Expérience, un ami ayant de très bonnes connaissances théoriques et qui est à son aise à l'oral et qui n'a tout de même pas eu l'année précédente. Comment on peut apporter des axes de réponse à cette question?
Alors, elle m'avait un peu surprise cette question, mais des aspects de personnalité éliminatoires, je dirais qu'il n'y en a pas, sauf si vous êtes un fou furieux. Alors là, voilà, faut se positionner de façon cohérente, pas jouer au cow-boy ni être complètement effacé, mais il n'y a pas vraiment de trait de personnalité éliminatoire. L'expérience d'un ami qui avait des bonnes connaissances théoriques, faut savoir que c'est un concours. Donc, même s'il était à l'aise, qu'il a de bonnes connaissances et que ça se passe bien, si pour les autres ça se passe un peu mieux, il se peut qu'il soit pas pris. Il se peut aussi qu'il soit un peu hors sujet pendant son cas concret, hein, et qu'il s'en soit pas rendu compte. Donc ça, malheureusement, ça peut le disqualifier. Mais voilà, faut essayer d'avoir de l'assurance, mais pas d'en avoir trop. Faut le réfléchir comme un entretien d'embauche, cette partie concours. Donc, faut pas y aller de façon arrogante, mais il faut être quand même assez assuré pour rassurer et voilà, se positionner en tant que futur professionnel qui rassure. Donc, ça va être à vous de mettre en valeur votre personnalité, hein. Mais voilà, c'est pas si vous avez des petits traits de personnalité un peu particuliers, c'est pas ça qui va être éliminatoire. Faut pas que ça vous stresse. Oui, tout à fait. Je rajouterais, si je puis me permettre, que quand vous avez beaucoup de confiance en vous, il ne faudrait pas non plus que ça vous donne des attitudes de nonchalance, hein, ou d'arriver en terrain conquis. C'est quelque chose qui ne va pas vous servir, ça va plutôt vous desservir. Donc, soyez assurés, mais gardez une certaine réserve parce que on a besoin de ce recul relationnel, ce recul professionnel. Donc, oui, on a de l'assurance, oui, on est confiant, oui, on peut nous faire confiance, oui, on est capable d'assurer en situation de stress, oui, on peut faire des erreurs, et oui, on peut réfléchir et orienter sa prise en charge différemment. Et tout ça, c'est aussi dans l'attitude. Donc, pas de cow-boy, pas de personnes qui savent dire que oui, c'est comme ça et pas autrement, parce que dans mon service, c'est comme ça. Pas de personnes qui se prennent pour des médecins. On n'est pas des médecins, on est des infirmiers spécialisés, on est des paramédicaux. Et tout ça, ça fait partie de l'attitude qu'on attend des professionnels, des futurs professionnels avec qui on aime travailler. Donc, il n'y a pas vraiment de traits de personnalité, mais des mises en garde pour certaines attitudes que je viens de citer. À noter que pour la façon dont vous allez être choisi dans le concours, si pour quelqu'un qui a la même note, deux candidats qui ont la même note, c'est le plus âgé qui sera choisi. Il faut le savoir. Deux candidats qui ont la même note à l'oral, c'est celui qui s'est démarqué à l'écrit qui va gagner, entre guillemets. OK ? Qui va gagner cette place, c'est chouette. Pour les autres questions, la confiance, le stress, tout ça s'acquiert par l'habitude, moins de stress, plus de confiance, l'habitude de se frotter aux cas cliniques et de se faire évaluer par les IAD. Profitez des IAD, abusez des IAD de votre entourage, harcelez-les pour qu'ils puissent vous aider. Et les questions de motivation piège, il n'y en a pas vraiment, sauf si vous n'avez pas bien préparé, ficelé votre projet professionnel. Alors, je vais regarder une dernière fois dans le chat et puis on va se dire au revoir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des questions auxquelles on n'a pas répondu? Alors, si je peux me permettre, j'ai vu une question passer dans le chat, comme c'est quelqu'un, mais je pense que c'est pas moi qui voulais parler, mais savoir s'il allait y avoir un replay. Ah oui, alors pour ceux qui se sont inscrits, bien sûr, vous allez avoir en priorité un lien pour le replay, pour revoir les choses que vous avez ratées ou des choses qui n'ont pas été claires.
Vous allez aussi avoir dans les liens, tous les liens vers les adresses, vers les livres, vers les aides, vers les ateliers de samedi. Donc, si vous avez laissé votre adresse mail, je vais vous envoyer tout ça après la conférence. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour samedi. Il y a vraiment très très peu de place et je suis heureuse de vous dire que tous ceux qui ont participé l'année dernière ont réussi tous et je suis très très contente pour eux. Le travail paye. Le travail paye. Alors, aurais-tu autre chose que tu aurais vu non, j'ai pas vu. Ok, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer à réussir@objectif-concours-IAD ou à mettre dans le chat. Moi, ce que je vous propose, quelle que soit la chose que vous décidez de faire, de venir à l'atelier, de participer à d'autres préparations en ligne, l'important, c'est de se mettre un rythme de travail. 2 semaines avant l'oral, il faut au moins travailler 2 heures par jour. Je vous propose de pratiquer 3 à 5 sujets par jour en situation d'examen. OK? Et de discuter de ces sujets avec quelqu'un, de lui envoyer des vidéos, des audios, de se réécouter et de faire des fiches synthétiques. Voilà. Donc, si vous faites ça pendant les 2 semaines avant l'examen, ça va vraiment vous aider à être prêt. Et un peu plus le week-end, peut-être. Un peu plus le week-end, ça c'est sûr. Ok, merci de votre présence. Je vous rappelle que vous êtes 100% en droit et en responsabilité de votre réussite. C'est vous qui faites la plus grosse partie du travail. Bonne révision, succès à tous. Pensez à liker la chaîne YouTube, vous abonner à Objectif Concours IAD, à liker la page. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et par mail. Merci de votre présence. Bonne chance à tous, succès à tous. Travaillez bien, montrez votre grandeur. Allez, ciao, ciao.